Un marché dans le nord de la France. Au milieu des clients, des familles roms. Certains mendient. D'autres se servent sur les étals. Bien souvent, ils déclenchent la colère des commerçants. Les roms, ils volent. C'est pas pareil. Ils volent les portefeuilles. Ils n'achètent pas, ils volent. Je vois une Rome qui colle trop quelqu'un, 5 minutes après, je vois quelqu'un qui pleure. Ils ne nous supportent pas. On n'est pas tous des voleurs. Voleurs ou pas, les Roms sont victimes de leur mauvaise réputation. Et même quand ils prennent dans les poubelles, ils suscitent des réactions agressives. Oh, oh, remets ça là, remets-le. Tu le remets, ici. Remets ça là, poubelle. Vous comprenez pas qu'on leur donne après quelque chose de mangeable, qu'ils peuvent manger, non, ils veulent manger ça et donner à des enfants qui vont être malades. On a un truc qui n'est pas comestible. Oui, bonjour. Mais certains commerçants sont plus compréhensifs. Un restaurateur accepte de laisser à cette femme une assiette que ses clients n'ont pas terminée. Grâce à ce commerçant, cette femme va prendre son repas. Ça nous plaît, la France. À la fin du marché, les Roms récupèrent les invendus. Ils repartent ainsi avec des provisions pour la semaine. Lille, dans le nord de la France. Son beffroi, sa vieille ville, ses rues piétonnes et ses Roms. Après Paris, Lille est la ville qui concentre le plus de Roms en France. Ils sont plus de 3000 à vivre dans l'agglomération. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ne sont pas bien vus par la population locale. Mendicité, incivilité, récupération dans les poubelles. Les Roms provoquent la colère des ch'tis, pourtant réputés pour leur sens de l'hospitalité. Dans les maisons autour des camps, c'est le ras-le-bol. Vous savez, j'ai été cambriolé 2 fois. Alors, maintenant, excusez-moi, je ne sais plus les sentir. Ça fait 8 mois, nous, qu'on vit un enfer, quoi. Et c'est pas un enfer une fois de temps en temps, c'est tous les jours. Comment les Roms vivent-ils en France? Installés dans des bidonvilles insalubres, en périphérie des villes, ils seraient environ 20 000 sur le territoire français. Leur vie est faite de débrouilles au quotidien. Ici, c'est préparer les manger. Pour sortir de la misère, certains n'hésitent pas à entrer dans l'illégalité. Vol, cambriolage, réseau d'exploitation d'enfants. Mais comment les Roms viennent-ils en France? Gardent-ils des attaches avec leur pays d'origine? Que font-ils de l'argent qu'ils gagnent ici? Ici, on vit pire que des animaux. Enquête sur une communauté qui dérange. Leuzen, un village paisible de 3000 habitants, situé à quelques kilomètres de Lille. À l'entrée du village, un camp de Roms provoque le mécontentement des habitants. Aujourd'hui, certains d'entre eux crient leur colère sur la place principale. Ils demandent l'expulsion des Roms installés sur leur commune depuis près d'1 an. Hervé Morel est l'organisateur de cette manifestation. Nous voulons plus de sécurité, plus de sérénité dans notre village, plus de propreté, plus d'écoute de la ville qui semble ne pas s'intéresser aux Leusénois qui sont dans la détresse. Les Roms, on n'en veut pas! Les Roms, on n'en veut pas! Cette mère de famille a rédigé une pétition. Elle demande l'expulsion des Roms au plus vite. On espère enfin qu'ils vont réagir parce que je pense qu'à un moment donné, ça va se passer mal parce que là, on voudrait revivre, pouvoir redormir. Sophie et Audrey sont mères au foyer. Elles vivent dans cette petite zone pavillonnaire. Derrière leur maison, un camp Rom qui compte une centaine de personnes. Il est où le camp là?
Sophie? En fait, il est juste en face, donc en fait, on ne voit que les abords, parce qu'en fait, ils sont intelligents, ils ont tout construit en profondeur pour qu'on ne voit rien de leur trafic. Donc là, c'est en journée, donc il y a les voitures qui passent, il y a les bruits ambiants, tout ça, mais la nuit, quand c'est calme, on n'entend que leur nuisance. Donc là, on entend quelques martèlements. Là, on voit la personne, elle est en train de marteler derrière. Donc on a de la chance, elle est seule. Des fois, ils sont une dizaine à marteler. Justement, aujourd'hui, les coups de marteau continuent. Les Roms fabriquent un poêle avec un meuble de bureau. Les vapeurs de ce genre de gazinière indisposent souvent le voisinage. C'est toxique un peu, non? Non, c'est pas toxique. Pas toxique? Ici, c'est préparer les manger. Bobby a 22 ans. Père de 2 enfants, il vit dans cette cabane avec sa famille et ses beaux-parents. Comme tous les Roms de ce campement, il vient de Baia Mare, au nord de la Roumanie. Cela fait maintenant 7 ans qu'il habite en France, depuis l'entrée de la Roumanie dans l'Union européenne. On m'a dit que c'était mieux de vivre en France, car tu peux chercher de la ferraille. Et c'est vrai qu'ici, en 2 semaines, je ramasse la ferraille, je la vends et je me fais un peu d'argent pour vivre. En Roumanie, il n'y a pas de ferraille. Quand tu fais les poubelles, la police te frappe. La police te frappe? Oui, s'ils te trouvent dans les poubelles, ils te battent. Le dernier enfant de Bobby est né en France, comme le prouve cet acte de naissance. Pour ses 2 enfants, il touche 100 € d'allocation par mois. Il n'est pas le seul. Maria, elle, est mère de 5 enfants. Elle touche 250 € chaque mois, un complément de revenu intéressant pour la famille. Son mari, Florine, dit gagner sa vie en revendant des pièces détachées de voitures aux garagistes de la région. C'est une voiture que j'ai achetée à un particulier. Une voiture qui a été radiée et qui n'est plus en circulation. Je l'ai récupérée pour rien et après je revends les pièces. Je me débrouille très bien. Un travail au noir qui lui rapporterait 800 € par mois, soit plus de 1000 € avec les allocations. À Leuzen, c'est le jour des encombrants. Un jour important pour Bobby et son ami Fenika. Bonjour chef. S'il vous plaît, la ferraille. Les 2 hommes cherchent tous les objets qui contiennent du métal. Ça, les ferrailles? Ah, il y a de la ferraille là-dedans? Oui. C'est ferraille. Leur objectif, trouver les objets les plus lourds possibles. Un peu plus loin sur ce trottoir, un bien précieux, des câbles électriques. Ils contiennent du cuivre, un métal dont les cours sont élevés. Les 2 hommes espèrent en tirer un bon prix. Mais certains habitants de Leuzen ne voient pas toujours ça d'un bon œil. Mais monsieur, vous avez l'air un peu à cran en fait. Avec eux, bah oui. Vous savez, j'ai été cambriolé 2 fois. Alors, maintenant, excusez-moi, je ne sais plus les sentir. Mais c'est forcément eux? Ah oui, oui, oui. Pourquoi? Bah, c'est parce que c'est comme ça. Il y en a trop en France. Faut être logique. Pourquoi vous venez en France? C'est de France, ça. C'est tout le monde, les Français, non. C'est pas... Pourquoi vous venez chez nous? Oui, c'est la Roumanie, il n'y a pas à manger, il n'y a pas à travailler. Alors, exactement. Et vous croyez qu'en France, en emmenant tous les Roumains, tous les machins, tous les Syriens, et vous croyez qu'arrivé un moment, on va venir comme chez vous? Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Malgré l'hostilité ambiante, Bobby poursuit son travail. Vous remettez ça bien par contre, vous ne mettez pas le bordel. Oui, non, pas Bobby. Retour au camp. C'est ici qu'il trie la récolte du jour. Bobby va essayer d'en tirer le meilleur profit chez un ferrailleur. Pour éviter la vente illégale de métaux, la loi française oblige les ferrailleurs à payer par chèque. Bobby n'a pas de compte en banque et préfère prendre du cash. Pour ça, il lui suffit de parcourir quelques kilomètres. Direction la Belgique. Ce ferrailleur est habitué à traiter avec les Roms. Il ne s'en plaint pas.
Et ils trient bien avant, comme vous voyez ici. La ferraille là-bas, ils arrivent ici, ça directement chaque sorte. 9 kilos d'inox, acheté 6 €. 1 kilo de laiton pour une valeur de 2 €. Et ce qui aujourd'hui va lui rapporter le plus, des batteries. 51 kilos de batterie. Ça, c'est combien? 15 € plus ou moins, 15,30 €. Ah, pas mal. C'est maintenant l'heure de la paye. Bilan de l'opération, 61 €. 61. C'est peu. Il y a un mois que je travaille pour récupérer cette ferraille. Il faut aussi payer l'essence. 20 € d'essence. Du coup, il ne reste pas grand-chose. Cette fois, le ferrailleur a pris toute la marchandise. Mais ce n'est pas toujours le cas. Des Roms lui amènent souvent des objets probablement volés. Ça arrive, je vais dire, une fois par semaine au moins qu'on refuse. Du nouveau déjà, on ne prend pas. Donc du laiton nouveau, des robinets nouveaux, des tuyaux nouveaux, on ne prend pas. Même si c'est 10 kilos alors. Hein. Maintenant, si on passe dans les grands poids, il faut un papier de l'usine où est-ce qu'ils ont été le chercher, comme quoi qu'on peut le prendre, ou on se couvre comme ça. Hein. Si le ferrailleur est aussi exigeant sur les métaux qu'il achète, c'est parce qu'il peut être condamné pour recel de marchandises volées. Bobby a accepté de se laisser filmer car son activité n'a rien d'illégal. Pourtant, dans la région, beaucoup d'habitants se plaignent. De nombreux vols auraient été commis depuis la multiplication des campements autour de l'île. Croix, une ville de 20 000 habitants dans la banlieue huppée de l'île. Ici, on croise dans les rues des voitures de luxe et les jolies villas sont nombreuses. Elles se cachent derrière de belles palissades. À quelques encablures, un bidonville d'une centaine de familles. Depuis l'arrivée des Roms, Damien Hackett est sur ses gardes. Cet agriculteur élève des volailles. Une nuit, il a surpris des voleurs dans son jardin. Voilà. En fait, ils longent parce que le camp il est là-bas derrière. Et puis bon, ils remontent là chez nous et puis ils ouvrent les barrières. Donc ils nous ont pris, on va dire, une quarantaine de poules, les 5 pans, les 3 oies et puis un peu de pintade. Et ils sont attaqués aussi aux chèvres, donc ils nous en ont pris 2. Qu'est-ce que vous avez fait alors pour les faire partir? On a tiré en l'air une fois et puis de là, ils sont partis comme, on peut dire comme des lapins. Et puis, Depuis, Damien Hackett a tendu du fil de nylon pour faire trébucher les voleurs. Comme ça, s'ils passent, ils tombent, c'est ça? Bah ouais. Faut leur faire un petit peu des surprises. Préjudice pour Damien, 1 000 €. Aujourd'hui, sa basse-cour est déserte. Il ne lui reste plus qu'une seule poule et 4 canards. Mais Damien Hackett n'est pas la seule victime. À une centaine de mètres de là, Laurence Catry a perdu beaucoup plus. Propriétaire de ces hangars, elle les louait il y a quelques mois encore à des entreprises. Aujourd'hui, ces locaux sont vides. Plus personne ne veut s'installer chez elle, car depuis l'arrivée des Roms, son site n'est plus très sûr. Alors, dans un premier temps, voilà, ça a été scié. Vous pouvez passer par ici. Hop. Ils se sont introduits au sein du groupe frigorifique et ils ont pris, donc, vous voyez là, les tuyaux en cuivre qui ont été dérobés, et ainsi que les condensateurs. Préjudice pour Laurence, 50 000 €. Omar, qui travaille avec elle, a surpris les voleurs en flagrant délit. C'était des Roms venus du camp voisin. Il y en avait un qui faisait le guet ici, 3 adultes, un enfant. Ils m'ont laissé l'enfant derrière eux et les trois adultes, ils sont partis en courant par ici. Donc en courant, voilà ce que j'ai trouvé. La barrière carrément cassée. D'ailleurs, ils sont encore là, les groupes. Ils sont encore dans le fameux trou. Dans leur fuite, les Roms ont jeté les condensateurs. Du coup, ils sont cassés et inutilisables. Ils les ont jetés devant moi, alors que je leur avais demandé de ne pas les jeter, quitte à même à leur donner de l'argent, mais je pense qu'ils ne m'ont pas compris. Il faut dire que les locaux de Laurence sont situés juste à côté du camp Rom. Quand les policiers se présentent quelques heures plus tard, les voleurs ont déjà pris la poudre d'escampette. Laurence a déposé plusieurs plaintes pour vol et dégradation. Là, on voit la 1, on voit la 2, on voit la 3, on voit la 4,
Et en voilà 5 depuis fin août. Aucune de ces plaintes n'a été suivie d'effet. Ça me rend insomniaque parce que j'ai trop peur qu'on arrive dans les bâtiments et qu'ils nous vandalisent tout. Combien on a d'exemples de bâtiments dans la métropole qui sont complètement vandalisés. Donc vous imaginez le fruit du travail qui est vandalisé comme ça, c'est pas possible. Mais ce n'est pas tout. Les Roms ont ouvert un passage pour jeter leurs ordures et faire leurs besoins. En un mois, le terrain de Laurence est devenu un dépotoir. Ce qu'il faut imaginer aussi, c'est le prix de la remise en état, remettre les fossés, remettre les buts dans leur état initial, tout nettoyer après leur passage, et sans être sûr que cette situation, elle ne va pas se renouveler encore une fois. Donc ça, c'est complètement démoralisant. On n'en voit pas le bout, on n'en voit pas le bout. Il n'y a pas que les vols qui dérangent les habitants de Croix. Dans cette petite commune, la mendicité est vécue comme une agression. Au centre-ville, des bandes de jeunes enfants font la manche toute la journée. Madame, donnez ces cochons, tu me peux acheter là-bas, manger. Non, tu peux acheter à manger. Nous les filmer. Cet homme prétend être leur père. Faut pas les filmer. Et il n'apprécie pas la présence de notre caméra. Les adultes ne font pas seulement mendier des enfants. Certains les utilisent aussi parfois pour voler. Paris, place de l'Opéra, près des grands magasins. Un quartier touristique. Tous les jours, les policiers traquent les voleurs au distributeur automatique de billets. JP travaille en civil pour se fondre dans la foule. Il vient de repérer 2 jeunes Roms qui rôdent autour d'un distributeur de billets. Ça y est, ça y va, les 2 mecs. Ces 2 enfants ont attendu le meilleur moment pour attaquer. Les 2 mecs, ils vont là. Le grand à gauche et le petit à droite. Ça y est, ça a appuyé. Ça a appuyé sur le bouton, hein, ça reste à proximité de la meuf. Le plus grand à gauche a déjà appuyé sur le montant. La carte bleue de la jeune femme ressort. Elle pense que l'opération est annulée, alors qu'en fait, les billets sortent du distributeur. Les voleurs s'en emparent quand JP intervient. Non, attendez, madame, c'est la police. C'est la police. Touriste? You're a tourist? Okay. No problem. Okay. Police. Assis-toi. Assis-toi, toi aussi. Assis! La femme est une touriste espagnole de passage à Paris. Ce qu'on va faire, on va au commissariat, vous allez déposer plainte, on va vous restituer votre argent. D'accord? Ça ira? Les voleurs ont dérobé 50 € à cette touriste. Pour y parvenir, ils n'ont pas hésité à cracher sur le clavier et l'écran du distributeur. Ils crachent. Comme ça, la dame elle fait « Ah, mais c'est dégueulasse, je me barre ». Elle se barre encore plus vite. Et eux restent sur le DAB en attendant que les billets sortent. T'as un laps de temps de 10 secondes, quoi, à peu près. Donc elle a récupéré sa carte, elle fait quoi? Comment ça se fait que j'ai récupéré ma carte? Eux, ils arrivent, oh, c'est dégueulasse, hein, madame, s'il vous plaît. Et puis ils se barrent. Puis la dame, elle fait bon, bah, j'ai ma carte, je me casse. Et puis eux, ils attendent les billets qui sortent. J'étais en train de sortir de l'argent du distributeur. Les enfants se sont approchés de moi et ils ont fait quelque chose de curieux. Et en fait, tout s'est passé très vite. Ils sont apparus aussi vite qu'ils ont disparu. Et la police m'a dit que je venais d'être victime d'un vol. Ces enfants sont mineurs, ils seront donc bientôt relâchés par le juge. Pour lutter contre cette délinquance, les policiers doivent confondre les têtes de réseau, c'est-à-dire les adultes qui les exploitent. Des enquêtes souvent longues et difficiles. Cet homme, appelons-le Adrian, 45 ans, a été condamné en septembre 2012 à 5 ans de prison pour avoir entraîné des enfants à voler. Ce verdict est le fruit d'une enquête incroyable que nous suivions depuis 5 ans. L'affaire commence dans les locaux de l'unité de recherche et d'investigation. Une équipe de policiers s'attaque à une bande de jeunes Roms qui opèrent sur plusieurs arrondissements de Paris. Leur spécialité, le vol au distributeur automatique de billets. C'est Agathe qui dirige cette enquête. Donc là, on voit bien que la victime, elle effectue son code. Lui, il attend que le code soit tapé pour ensuite approcher sa pétition ou son journal. Une fois que le code est tapé, ensuite appuyer tout seul sur la touche retrait. Hop.
La dame, elle reprend sa carte, affolée, elle s'en va. Et lui qui a déjà appuyé sur la touche retrait, hop, il récupère l'argent, il le met dans la bouche et il s'en va. S'il met les billets dans la bouche, c'est pour les avaler en cas d'interpellation. Ça, c'est une autre équipe, ça. Une autre équipe, plus violente. Quand les victimes ne se laissent pas faire, les voleurs peuvent même être agressifs. Hop là, ah ouais, ouais. Qui est tombé, là. Le buteur, l'autre il protège. Ah, c'est l'esclandre, là. Ah ouais, là, carrément. Hop, il bouffe le fric, il s'en va. Grâce à ces images de vidéosurveillance, les enquêteurs identifient les jeunes voleurs. Mais le plus difficile est de les localiser. Ils habiteraient dans des bidonvilles en Seine-Saint-Denis. Il y a des vols tous les jours et plusieurs par jour. Donc au début, c'était un de temps en temps. Maintenant, c'est vraiment un fléau. Agathe s'équipe d'une caméra cachée qui va lui permettre de filmer discrètement dans le camp. Pour entrer, les policiers ont trouvé un prétexte. Bonjour. Ils disent qu'ils viennent pour faire un recensement. Dès l'entrée, ils sont bloqués par le Boulibache, le chef du camp. Et c'est beau, personne de se partir. Tous les mois, on vient, on dit le nombre d'enfants. Tous les mois. Non, ça sert à rien. Plus personne n'entre là, c'est fini, monsieur. On est 670 personnes, c'est tout. Non, c'est fini. C'est fini. Merci. Bonne journée. Merci. Allez, merci beaucoup. Bon courage. Les policiers n'insistent pas. Agathe a réussi à tourner quelques images. De retour au commissariat, avec son équipe, elle va les comparer au fichier des jeunes voleurs. Voilà, hop là, tac. Là, Radoumi suit. Donc là, il y a l'objectif. C'est pas sûr, mais il y a des grandes chances pour qu'ils soient tous dans ce camp-là, du coup. Ce qui nous manque, ce sera celui-là, surtout. Oui, déjà, on a lui. On en a 1, 2, 3, 4 sûrs. C'est tout. Sur les 12 délinquants, les policiers en ont identifié 4 dans ce camp. L'interpellation est prévue pour le lendemain à l'aube. Il est 5 h du matin. 80 policiers et gendarmes sont réquisitionnés. Le commissaire va faire son briefing. Il insiste sur le caractère mafieux du réseau qu'ils veulent démanteler. On va essayer de démontrer que derrière de simples mineurs qui vont voler et qui souvent seront interpellés et relâchés dans l'après-midi, derrière il y a toute une structure mafieuse. C'est des mineurs très jeunes, hein, parfois jusqu'à 13 ans. Ce sont des gens qui sont victimes, hein, ils sont auteurs mais en même temps victimes puisqu'ils sont exploités. Donc c'est une affaire qui a un certain retentissement. Donc je compte sur vous. Les forces de l'ordre encerclent le camp et entrent dans le bidonville. Un hélicoptère éclaire les lieux avec un projecteur. Chaque cabane, chaque tente doit être visitée. L'effet de surprise est total. Les suspects n'ont pas le temps d'être agressifs ni de prendre la fuite. Regarde, je vois pas. Tu vois Dumitrou, toi? Agathe repère très vite un des jeunes voleurs présumés. Bon, toi, t'es interpellé. Hop. Demande de ses parents. Oui, mais tu vas nous montrer tes parents, ouais, justement. Vous faites quoi, là, Agathe? On les serflex pour les reconnaître, on les interpelle et après on les placera en garde à vue. Préparés à l'avance, ces bracelets en plastique permettent d'identifier les petits voleurs de DAB. En fait, les policiers découvrent non pas 4, mais une dizaine de mineurs qu'ils avaient repérés sur les vidéos. D'ailleurs, les enfants sont contents de se reconnaître sur les fichiers de la police. Ils savent qu'ils ne risquent pas grand-chose. Moi aussi. Comment ça, toi? Toi, où tu es, toi? On a plein de photos, Ils sont contents. Ce qui intéresse les policiers, c'est d'abord le chef du camp. Il est majeur et serait à la tête de ce réseau de voleurs. C'est le chef. The boss, d'accord. Bonjour. Très bien. Bon ok, allez. Et vous êtes tout seul Vous êtes le seul chef de camp? De tout le camp, il n'y a que vous? Ok. Donc, alors lui, par contre, il est placé en garde à vue pour traite des êtres humains. Traite des êtres humains, un chef d'inculpation lourd qui ne semble pas l'inquiéter. Tiens, viens, tu suis mon collègue.
L'homme est emmené jusqu'au commissariat. Son audition va bientôt commencer. Dans le camp, les policiers passent à la deuxième étape, les perquisitions. Leur objectif, trouver du liquide ou des mandats envoyés en Roumanie. Autant de documents visant à prouver l'existence du réseau. Sur cette femme au foulard, les policiers trouvent 1 000 € en liquide. Elle prétend qu'il s'agit de l'argent de la mendicité. La mendicité, ils donnent pas des billets, hein, les gens. Les policiers continuent leur fouille. Et dans le camp, personne n'est oublié. Ni les enfants, ni même les nourrissons. Les parents ont tendance à cacher l'argent dans les couches ou dans les chaussettes. Et donc, parce qu'ils pensent qu'on ne va pas fouiller les petits. Donc, ils ont tendance à les cacher, mais vraiment n'importe où, quoi. Au bout de plusieurs heures de fouilles, les policiers trouvent un élément clé de l'affaire. Un bordereau d'envoi d'argent à destination de la Roumanie. C'est bon pour vous, Pascal, ça? Ouais, c'est bon. Ça veut dire que 5 000 € ont été envoyés vers la Roumanie. 5 000 €, c'est une belle somme quand même, donc par une personne majeure qui les a envoyés apparemment à son frère d'après ses explications. Fin de l'opération. Au total, les policiers ont trouvé plusieurs bordereaux d'envoi à destination de la Roumanie. Pour des sommes importantes, plus de 10 000 €. Retour dans les locaux de l'unité de recherche et d'investigation. Pour les policiers, le travail n'est pas terminé. Après avoir identifié les enfants, ils vont maintenant tenter de leur faire avouer qu'ils volent pour le compte d'un chef. Est-ce qu'on enlève les serflex maintenant? Placés en cellule, les mineurs vont être entendus chacun à leur tour. Cet adolescent est un des fils du chef de camp. Est-ce qu'ils sont venus de leur plein gré en France ou ils ont été amenés par quelqu'un qui leur a dit qu'ils étaient obligés de venir ici? Non, je suis venu tout seul. Comment il fait pour gagner de l'argent? Est-ce qu'il en gagne lui? Je fais la manche. Au bout d'une heure d'audition, l'enquêteur perd patience. Mais si tu me dis non à chaque fois, personne ne m'oblige. Je vole pas, je fais la manche. C'est pas vrai. Je sais que ce n'est pas vrai. On perd du temps. Son papa envoie de l'argent en Roumanie. On a trouvé ce matin, d'accord? Beaucoup d'argent. On sait que vous volez, vous donnez, et ça part. C'est pas pour acheter les vêtements. Ça, c'est des associations qui donnent. C'est pas acheter ça, magasin. L'adolescent finit par reconnaître qu'il vole. Mais il affirme qu'il agit pour son propre compte. Ses parents ne seraient au courant de rien. Tous les enfants vont tenir le même discours. Au terme de plusieurs mois d'enquête, les policiers évaluent les sommes volées par les enfants à plus de 100 000 €. Le tribunal de Paris a condamné le chef et 4 autres adultes à des peines de 5 à 6 ans de prison. Quant aux enfants, ils ont été placés en centre éducatif ouvert, d'où ils sont sortis très rapidement. À Paris, 9 affaires comme celle-ci sont actuellement en cours. En France, 400 camps sont installés autour des grandes villes, principalement en région parisienne. Pour lutter contre leur implantation, le gouvernement procède à des mesures d'expulsion. L'an dernier, 165 camps ont été évacués. C'est 2 fois plus qu'en 2012. Retour à Croix, dans le Nord. Le camp que nous avions filmé quelques semaines plus tôt est encerclé par la police. Les journalistes sont tenus à distance. Bah pour l'instant, là, c'est interdit. Là. Tous les journalistes sont ici. Enfin, tous les journalistes, pour l'instant, ils sont là-bas. Les Roms ont quelques minutes pour faire leurs affaires. Et vous allez où alors là? Je sais pas. Les caravanes, qui ne peuvent pas être tractées par leurs propriétaires, sont emmenées à la fourrière. Quant aux cabanes, elles sont détruites à grands coups de bulldozer. Un homme vient à notre rencontre. Florine, le mécanicien qui prétendait gagner 800 € par mois en revendant des pièces détachées aux garagistes. Problème. Les cassés, les caravanes, toutes les caravanes, les cassés. Les forces de l'ordre ont quitté le secteur, mais tout n'est pas encore démoli. La fin de l'expulsion est prévue pour le lendemain. Nous en profitons pour entrer dans le camp. Ma caravane, elle était là-bas, derrière les barrières. Mais qu'est-ce que je fais avec mes bébés? Je les donne?
Mais qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dormir où ce soir? Ah, sous les étoiles. Ces caravanes n'ont pas encore été évacuées. Un court sursis. Maria et sa famille s'attendent à devoir quitter les lieux dès le lendemain matin. Ça y est, c'est l'heure du départ? Oui, mon parti, expliquez les polices. Dégage, dégage, dégage. N-am nicio chemis, n-am mâncat astăzi, Vinica. Bon, les bagages, mon parti. Où partez, Maria? Mangez pas, où parti? Nous, Ramani. Fini manger. Ce să monsieur. Cum se asta? Hai, asta nu mă poate ajuta. Maria affirme n'avoir aucune solution de repli. Aucun logement en Roumanie. D'après la loi, ces familles privées de caravanes auraient dû être relogées par la préfecture. Mais aucune solution d'hébergement ne leur a été proposée. C'est donc dehors qu'elles passeront la nuit. Et pour se protéger du froid, des feux ont été allumés et des abris de fortune construits à la va-vite, avec une bâche et quelques planches. Je suis désolée pour ce qui se passe ici. Maintenant, quand je dors la nuit, je suis comme un oiseau perdu. C'est pas une vie, ça, pour les enfants. Ces expulsions ne les découragent pas pour autant. Quelques jours plus tard, nous retrouvons Maria et Florine. Ils viennent de s'installer à Lequin, à 10 km à peine de leur ancien camp. Mais cette fois-ci, la police tente de les déloger dès leur arrivée. Ils disent sans décision du tribunal, ils veulent pas partir. Eh ben, on reviendra demain matin. Florine, bien décidée à ne pas se laisser faire, tient tête aux policiers. Vous n'avez pas le droit de faire ça et qu'ils vont aller à la préfecture et... il fait tout ça cet après-midi pour que demain matin ils soient partis. Les policiers quittent le terrain. Tu penses rester longtemps ici sur ce camp? Oui, je resterai jusqu'à la décision du tribunal. En réalité, la police peut évacuer un terrain sans décision du tribunal, à condition que le propriétaire en fasse la demande dans les 48 heures. Mais dans ce cas présent, le propriétaire ne s'est jamais manifesté. Le délai des 48 heures est écoulé, un nouveau camp de Roms est né. Certains des Roms expulsés décident de repartir quelques semaines en Roumanie. Depuis l'entrée de ce pays dans l'Union européenne, les Roms ont le droit de circuler librement dans toute l'Europe. Et vous allez voir que les allers-retours sont soigneusement organisés. Chauffeurs, voitures, tarifs, tout est prévu et le système fonctionne parfaitement bien. Nous avons réussi à identifier un de ces réseaux. Nous sommes dans la banlieue parisienne. Cet homme a accepté de nous emmener jusqu'en Roumanie. Tarzan est chauffeur. Il se prépare pour un long voyage. Il possède 2 camionnettes, une jaune et une blanche, conduites par un employé. Tarzan soigne le service. Il va chercher ses clients à domicile dans les camps. Les passagers emmènent en Roumanie tout ce qu'ils ont récupéré en France pendant des mois, voire des années. Il est 17 h. Tarzan emmène 4 familles, 12 personnes au total, pour un périple de 2000 km. 2 fois par semaine, Tarzan traverse 4 pays, France, Allemagne, Autriche, Hongrie, avant d'arriver en Roumanie. Combien de temps on va mettre? On va rouler pendant 22 heures. 22 heures, quasiment sans arrêt. Dans son minibus, Damian, sa femme et leurs 2 enfants. En France, ils vivent de la mendicité. Cela fait 2 ans qu'ils ne sont pas rentrés chez eux. Je dois rentrer aujourd'hui, car ma maison s'est écroulée. Il faut que je la répare pour avoir un endroit où habiter le jour où je déciderai de rentrer. Damian va retrouver là-bas ses 4 autres enfants. Ils ont trouvé refuge dans la famille. Tu es content de rentrer en Roumanie? Non, mais je suis obligé de rentrer. En Roumanie, je n'ai pas la possibilité de donner à manger à ma famille. Je ne peux pas les habiller.
Je préfère rester en France pour essayer de m'en sortir. Pour Damian, un voyage comme celui-ci représente une petite fortune. 100 € par adulte, 50 € par enfant, 300 € au total. Pour éviter les péages, Tarzan prend la nationale. Et pour passer le temps, les voyageurs regardent des DVD, des clips de musique tzigane. Après une nuit de trajet, nous arrivons en Autriche. Cela fait 15 heures que nous roulons. C'est la première étape. Normalement, tout le monde s'arrête là. Les Roumains, les Bulgares, tout le monde s'arrête là. Cette aire de repos est connue de toute la communauté. Pour les passagers, c'est l'occasion de se dégourdir les jambes et de rencontrer d'autres Roms qui vivent en France. Bartalo, monsieur? Ça va, monsieur? Hein? Pour reprendre des forces, les voyageurs font une halte à la cafétéria. Des trajets comme celui-ci, Florian, Simone et leur fils en font 2 par an. Cela fait 5 ans qu'ils vivent en France. Une demi-heure plus tard, il faut déjà repartir. Et Misto Odrom, Misto San, Odrom Misto. Jusqu'à maintenant, ça va, c'est bien. Vous avez dormi? Soutane et Pico. Et il n'a pas dormi, il avait froid. Florian et sa famille ont payé 250 € pour le voyage. S'ils rentrent en Roumanie, c'est pour voir leurs 4 filles et aussi pour ramener de l'argent au pays. Tu arrives à économiser un peu d'argent pour rentrer? Comment ça se passe? Un peu pour manger, pour le vêtement. Ouais. Là, par exemple, tu rentres avec combien d'argent? Maximum 1000 €. 1000 € quand même? Ouais. Tu arrives à économiser 1000 €? C'est pas mal. Comment tu gagnes de l'argent en France? Ah, faire la manche, travail. Travail de quoi? Peinture, carrelage, nettoyer. Travail au noir? Ouais. Encore quelques kilomètres et le convoi arrive en Hongrie. Dans ce pays, Tarzan conduit plus lentement pour ne pas attirer l'attention des policiers. Même s'il n'y a pas de problème, ils peuvent toujours te trouver un problème. Tarzan sait de quoi il parle. Lors de son dernier voyage, il affirme qu'il a dû donner 450 € aux policiers hongrois. Le genre d'imprévu qui réduit considérablement ses bénéfices. Là, on est en Hongrie, ça y est. Pour le moment, il passe la frontière sans problème. Mais une centaine de kilomètres plus loin, une voiture de police nous arrête. Tu vois qu'ils nous ont pas loupés, hein. Ils attendent le client. Tarzan descend, nous l'accompagnons, mais le policier nous demande immédiatement de remonter dans la camionnette. Vous restez là-bas. Ah. J'ai pas le droit d'y aller? On n'a pas le droit d'y aller parce qu'il est en train de demander du truc. T'as entendu? Bah, il s'est pas entendu, mais ça se comprend. Tu peux pas y aller, toi non plus? Mais non, t'as bien vu, il m'a acheté. Pas de témoin. Tarzan se retrouve seul avec les policiers. Nous filmons de loin avec une caméra cachée. Quelques minutes plus tard, Tarzan reprend le volant. Que s'est-il passé? Il voulait que je paye 100 € pour défaut de siège enfant. Et tu as payé? Tu as payé? Je lui ai donné 40 € dans la main. 40 €? Bah oui. Je préfère donner 40 € à un policier plutôt que de payer une amende à 100 €. Ouais. Tu vois, finalement, la corruption, ça arrange tout le monde. Après 30 heures de voyage, soit 8 de plus que prévu, nous passons enfin la frontière roumaine. Ouais, on arrive en Roumanie. C'est à Tinca, à l'ouest du pays, que Tarzan dépose sa première passagère. Il s'arrête juste devant chez elle. Pour le chauffeur, c'est maintenant l'heure de se faire payer. C'est 100 € pour la dame. Il est minuit, Tarzan repart pour déposer les autres passagers. Combien tu gagnes pour 8 personnes?
Je me fais entre 400 et 500 €. À raison de 2 voyages par semaine, Tarzan gagnerait donc plus de 3 000 € par mois, net d'impôts. C'est maintenant au tour de Florian et Simone d'arriver à la maison. À notre grande surprise, ici, ils ne vivent pas dans une baraque en planches, mais dans une vraie maison, en briques, avec l'électricité et tout le confort. Après 4 mois d'absence, ils retrouvent leurs 4 filles, laissées sur place. Tu es contente? Ah oui, oui. Oui, c'est normal, non? Bah oui. C'est 4 mois. Moi, pour mes enfants, partir en France pour les faire la manche, pour arriver ici, pour les donner manger, les donner vêtements, les donner... Mais pour le moment, Simone a du travail. Elle doit ranger tout ce qu'ils ont ramené de France. Ici, avec moi pour le bébé. Ici, c'est comme ça de la vaisselle? Pour le, oui. Vaisselle? Ici, oui, vaisselle. Ici, c'est comme ça pour le bébé, pour moi. Des ici, chaussures? Oui, des chaussures. Et ici, c'est, moi, je sais pas, c'est comme ça pour les manger, pour les... Des couvertures, des draps? Des couvertures, il n'y en a plus. Et dis-moi, tu as trouvé ça dans les poubelles, dans la rue en France? Oui. C'est ça? Oui. Tu vas pas acheter? Trop cher? Récupérer. Pour les poubelles. Tu peux l'ouvrir rapidement comme ça, le dessus pour me montrer? Demain. C'est compliqué. Demain. Ok. Demain. D'accord. Moi, parler. D'accord. Demain, on va arriver, il est filmé. Ok, ça marche. Alors on viendra demain après-midi. Ok. Le lendemain, nous retournons voir Simone et Florian. Ils vivent à l'entrée du quartier Rome. Nous remarquons de belles villas et aussi plusieurs maisons en construction, dont celle de Simone et Florian. C'est grâce à l'argent gagné en France que les Roms financent leurs travaux. Mais nous allons découvrir qu'ils n'ont pas très envie d'en parler. T'es sûr qu'il est pas là, Florian? Je peux pas lui dire un mot? Non, ou pas, tu voulais parler. Il veut pas me parler. Mais tu peux pas me donner juste une raison, me dire juste pourquoi? Non, tu veux pas me dire? Au moins que je comprenne. Bon. Désolée. Merci. Au revoir. Au revoir. Ici, pas filmé. Ouais, j'ai compris. Ce que Simone ne veut pas nous montrer, c'est sa grande maison en construction. Une villa qui n'a rien à voir avec la vie de mendiante qu'elle mène en France. Mais tous les Roms n'habitent pas dans de belles maisons. En Roumanie, la plupart d'entre eux vivent dans des ghettos, à la lisière des villes. Tinca est une bourgade rurale de 20 000 habitants. Ici, comme partout, les Roms sont regroupés dans le même quartier. Un quartier abandonné où les ruelles ne sont même pas goudronnées. Les maisons sont vétustes, la pauvreté est partout. C'est ici que vit Damian, un des Roms avec lequel nous avons voyagé. Cette maison en torchis, c'est tout ce qu'il possède. Il est revenu en Roumanie pour la réparer. Avec de l'eau et de la terre, il colmate les brèches. La pluie a creusé et ça a fait rentrer l'eau à l'intérieur. Mais ce n'est pas tout. Les planches de la toiture ont été enlevées. Des voleurs ont profité de son absence pour s'introduire dans la maison. Tout ce qu'il y avait dans l'armoire, les couvertures, les oreillers, les vêtements, ils ont tout pris. En attendant de remettre sa maison en état, Damian et sa famille vivent chez sa cousine, une mère de 5 enfants. Une seule pièce à vivre pour 11 personnes. L'espace est restreint. À peine arrivé dans son village, Damian regrette déjà la France. La vie est meilleure là-bas, parce qu'on arrive à se débrouiller pour manger. Alors qu'ici, on n'y arrive pas du tout. En France, j'allais faire la manche. Je récupérais à manger sur les marchés. Mais alors, Damian, comment tu fais ici pour manger avec tes enfants? Je ne sais pas. Je ne sais pas comment je vais faire. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent pour acheter du pain. Comme il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'argent. On n'a rien mangé aujourd'hui. Damian n'a qu'une obsession, faire bouillir la marmite. À cette saison, la seule façon de gagner de l'argent, c'est la cueillette des champignons. Alors, au petit matin, Damian, sa fille et sa nièce quittent le village. C'est en charrette qu'ils se rendent jusqu'à la forêt, située à 2 km de là. C'est ici que tous les Roms de Tinca viennent cueillir leurs champignons.
Tiens, regarde ici. Celui-là, il est bon à manger, tu vois. Celui-là, il n'est pas bon. Si tu le manges, il te rend fou. Damian connaît bien les champignons. Petit, il a passé plus de temps dans la forêt que sur les bancs de l'école. C'est encore le lot des enfants roms à Tinka, car gagner quelques sous compte plus qu'apprendre à écrire. Tu vas pas à l'école, toi? Pas ce matin, car il faut aider aux champignons. Damian prend le chemin du retour. Ce matin, la cueillette n'est pas fructueuse. Retour au village. À l'entrée du quartier, chaque jour, des Roms vendent leurs champignons. Les acheteurs les voici. Ils ne sont pas très généreux. Ils donnent 2 € pour 1 kilo de champignons. Pour Damian, l'affaire n'est pas très rentable. Combien tu gagnes? 4 lei. Oui, on va acheter à manger avec ça. 4 lei, soit 1 €. Voilà ce que Damian a gagné en une matinée de travail. Alors, de retour à la maison, le déjeuner est léger. À Tinka, les Roms ont peu d'opportunités de travail. Pourtant, à une autre époque, tous les Roms avaient un emploi. C'était sous la dictature de Ceausescu, une époque que Damian regrette même aujourd'hui. Il y avait les fermes coopératives. On était tous engagés sur les chantiers, dans les fermes. Il y avait du travail partout. Tu as connu ce temps-là? Oui, j'étais embauché à l'époque. Pendant 6 ans, Damian a touché un salaire de 400 € par mois. À la fin de la dictature, les coopératives ont fermé, laissant sur le carreau des milliers de familles roms. Aujourd'hui, le marché de l'emploi est réservé en priorité aux Roumains. Partout en Roumanie, les Roms sont des parias, victimes d'un racisme ouvertement affiché. À Baia Mare, une ville industrielle à 200 km au nord de Tinka, le maire a même construit un mur pour séparer le quartier rom du reste de la ville. Derrière ce mur, un ensemble de barres d'immeubles vétustes. À l'entrée, un jeune toxicomane sniffant du solvant industriel. Pour en savoir plus sur cette discrimination, nous interrogeons les habitants du quartier. Personne n'accepte d'en parler ouvertement. Nous utilisons donc une caméra cachée. Cet homme est roumain et il nous dit à quel point il est content que ce mur ait été construit. Ici, tu vois, avant qu'il y ait le mur, ils jetaient leurs déchets partout, et même sur la route. Il est très bien ce mur, très bien. Avant, j'avais peur de passer ici, même en voiture, parce qu'on se faisait caillasser. Je vais vous montrer dans quelle crasse ils vivent. Entre les immeubles, des tas d'immondices. Les camions poubelles passaient ici avant. Mais une semaine après, c'était à nouveau comme ça. Et après, ils disent que la mairie ne fait rien pour eux. Mais tout à coup, une voix d'enfant nous interpelle. Incroyable! À la fenêtre, Florina, l'une des filles de Maria et Florine, la famille que nous avions rencontrée à Croix. Souvenez-vous, nous les avions filmées au moment de l'évacuation du camp. La petite nous invite à visiter l'appartement qu'elle dit occuper avec sa famille. Nous traversons des couloirs crasseux et sombres. C'est ici chez toi? Les parents de Florina ne sont pas là. Nous décidons de revenir plus tard. Dans les couloirs, un homme nous interpelle. Il dit être le Boulibache, autrement dit, le chef des Roms de ce quartier. Pour lui, ce mur est une preuve de la discrimination dont les Roms sont victimes. Nous considérons que c'est notre liberté de mouvement qui est entravée. Il n'y a aucun endroit où on sépare les gens en fonction de leur ethnie. Franchement, est-ce que vous connaissez en Europe un endroit où les gens sont entourés d'un mur à cause de leur nationalité ou de leur ethnie? Quelques minutes plus tard, nous retrouvons Maria au milieu de cette décharge à ciel ouvert, le seul point d'eau du ghetto. Maria a quitté le quartier il y a 2 ans. Elle le retrouve dans le même état d'insalubrité. Il y a plein de microbes. C'est sale, je suis malade, j'ai de l'asthme, l'odeur me gêne. On vit dans des conditions pires que les animaux. Même les animaux, ils sont mieux traités.
Mais alors, pourquoi Maria est-elle rentrée en Roumanie? Nous la suivons jusqu'à son appartement. Elle nous raconte alors une histoire invérifiable. Elle aurait quitté la France parce qu'elle aurait été agressée et volée par un autre Rom de son campement. Il est rentré un soir dans ma caravane et il m'a pris de l'argent. Il m'a pris 10 000 €. Tout l'argent qu'on avait économisé pendant 2 ans en France. Maria en profite pour nous demander 500 € afin de meubler son appartement. Tu peux nous aider pour qu'on achète un lit? Donne-nous de l'argent pour les enfants qui n'ont pas mangé. Maria se met même à pleurer en nous racontant une nouvelle fois l'histoire de son agression. Cette fois-ci, les enfants sourient. Quelques minutes plus tard, Florin arrive. Lui aussi sort le grand jeu. Je suis très ému que tu sois là. J'ai cru ne jamais te revoir. Florine confirme la version de sa femme. 10 000. Tu t'es fait voler. Leur séjour en France s'est mal terminé. Florine et sa famille s'apprêtent à passer l'hiver à Baia Mare. Pour inciter les Roms à rester en Roumanie, certaines villes de France ont lancé une opération originale. Par exemple, la ville de Lyon, qui compte une forte communauté rom, investit beaucoup d'argent à Tinca pour améliorer la vie quotidienne des habitants. C'est Marinelle, une figure du ghetto rom, qui est chargée de mettre en œuvre le projet. On a installé le courant avec les Français. Il y a 1 an encore, ce quartier était plongé dans l'obscurité dès la nuit tombée. Mais aujourd'hui, les rues principales et une 50aine de maisons bénéficient de l'électricité. Ça c'est bien, alors ça change tout. Le courant, c'est la joie. Combien ça coûte alors par mois finalement le courant? 10 à 20 € par mois. S'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de courant. 20 €, une somme importante pour ces familles très pauvres qui n'ont pas toujours les moyens de payer leurs factures. Autre amélioration apportée par la ville de Lyon, le tout à l'égout. Mais ce dont Marinelle est le plus fier, c'est cette grande maison, un centre flambant neuf avec machine à laver, douche, toilette. Au total, la ville de Lyon a versé plus de 300 000 € pour ces installations. Ce programme est basé sur l'hygiène, parce que c'est un aspect très important de l'éducation. Nous avons remarqué qu'il y avait une grande discrimination des Roms vis-à-vis de leur aspect vestimentaire et de leur hygiène. Et c'est pour cela que nous avons commencé le programme de cette façon-là. Les investissements français inciteront-ils les Roms à rester au pays? Pas si sûr. De nouveaux convois repartent tous les jours vers la France. Dans ce jardin public, un groupe de Roms attend le minibus de Tarzan. Parmi eux, Dana, 15 ans. Après un mois passé en Roumanie, elle repart déjà en région parisienne. Mon sac, c'est ça. Un tout petit sac de voyage, car l'essentiel de ses affaires est resté en France. Ah, donc ça fait longtemps que tu vis en France en fait? Oui, ça fait comme ça. 8 ans? 8 ans qu'elle mendie en France, dans les rues de Paris. Et Dana repart toujours avec le sourire. C'est pas marrant de faire la manche, non? S'il donne, tant mieux. Sinon, c'est toujours mieux qu'ici. Quelques minutes plus tard, les camionnettes de Tarzan arrivent. Tout le monde embarque. Dans une vingtaine d'heures, ils seront de retour dans les rues de Paris.